Ah, la licence Gundam, l'une de mes favorites. Qui n'a jamais eu le rêve de monter dans un robot géant? Pour cette première vidéo, on ne va pas parler de la première série qui est Mobile Suit Gundam ou l'une de ses suites directes, mais on va s'intéresser à un de ses mangas dérivés qui n'est d'autre que Gundam Double O. Il faut savoir que ce manga est le premier de cette licence que j'ai vu. Enfin, non. La première est la série d'OAV de l'UC80 War in the Pocket. Mais au pire, on s'en fout. Ce manga est tout bonnement très bon, sur tous les points. Je peux juste lui reprocher qu'il est un peu bordélique au début et un peu long à se mettre en place. Mais ce sont les seuls points négatifs que je vois. Comme dit il y a quelques secondes, le manga ne se passe pas en UC, ou Universal Century. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers, ceci est la série originale, dont je vais vous épargner la traduction. Mais en AD ou Anno Domini, qui est calqué sur notre calendrier grégorien. Vous voulez des preuves? Nos personnages utilisent le terme de siècle pour parler des événements antérieurs. Ok, ce n'est pas super comme argument. Dans les premiers épisodes, à la tour de chacun d'entre eux, il y a la phrase Le 24e siècle peut faire référence à notre fameux calendrier. Je sens des sceptiques dans le coin. Lors de la révélation du plan d'Aeolia, deux journalistes font des recherches sur ce personnage. Mais, d'après les archives, il serait devenu connu à partir de la fin du 21e siècle. Et, selon le site Gundam France, je les salue d'ailleurs, il serait né au milieu de ce même siècle. Et je vous pose la question. Comment une personne qui naît à cette époque peut être encore en vie au 24e siècle? Même si on dit que l'homme qui vivra plusieurs siècles est déjà né, ce qui selon moi paraît encore impossible, on ne peut pas vivre 200 ans, à part en cryostase. Et encore, il faut pas que le système lâche. Une dernière preuve? Toujours dans les premiers épisodes, on parle du conflit civil sur l'île de Ceylon, qui est toujours d'actualité depuis le 20e siècle. Et sa localisation géographique est exactement l'île de Sri Lanka, qui elle est encore en guerre civile. Bon, je pense vous avoir convaincu. Mais j'ai oublié de vous dire quand le manga a été diffusé. Ouais, faut vraiment que j'organise mes idées. Il a été diffusé en fin d'année 2007 jusqu'en début 2008, et au vu des graphismes, on est dans la norme de ce qui se faisait pour cette année. Les effets d'ombre et de lumière sont nickel, l'animation est très soignée, et les combats. Les combats sont super dynamiques et entraînants, que ce soit dans l'espace ou sur Terre. Le premier combat est impressionnant et nous met directement dans l'ambiance. Au niveau des openings, les deux retranscrivent bien l'atmosphère du manga, autant dans la musique que dans les images. Mais un manga n'est rien sans contenu. On peut faire des mangas très beaux visuellement, que ce soit en animation ou en papier, mais avoir une histoire sous-développée et des personnages aussi vides d'intérêt qu'un cours de philosophie. Oui, j'en parlerai un jour, et il y a des choses à dire dessus. D'ailleurs, nos personnages ne sont pas sous-développés. Commençons par notre héros principal, Setsuna FCE, qui est un ancien guerrieros. Et là, je vous spoil rien. Ce sont juste les premières minutes du premier épisode du manga, et il faut être bigleux pour ne pas le reconnaître. Le personnage est très froid. On dirait plus une machine prête à accomplir sa mission qu'un humain. Mais pourquoi est-il rentré dans l'organisation de Celestial Being? Car oui, il faut remplir certaines conditions. D'abord, détester le concept de la guerre. Je ne vois pas comment une personne peut aimer la guerre et en tirer profit. Oui, mais c'est un mercenaire. Et c'est un personnage de manga, je parle dans la vie réelle. Ok, je me tais. Avoir vécu une expérience traumatisante ou avoir perdu des proches, et ne pas avoir fait partie d'un groupe prenant la guerre ou une idéologie guerrière. Or, notre héros ne remplit pas la dernière condition. Mais on peut penser que son rapport à la guerre a su convaincre Veda de le prendre dans le groupe. C'est quoi Veda? On verra plus tard. Mais on peut dire qu'il a fait le bon choix. Malgré son jeune âge, il est un pilote exceptionnel. Et il est le Gundam Master du gène 001 Exia, ou surnommé Seven Sword, en raison de son nombre important de lames que le MS possède. Je vous les énumère. Voilà. Vous l'aurez deviné, il est spécialisé dans le combat au corps à corps. Pour l'évolution du personnage, c'est assez long mais progressif. On arrive aisément à s'attacher à lui et à s'identifier. Il dévoile aussi petit à petit sa personnalité et ses sentiments, notamment durant l'intervention au royaume d'Azadistan, dont les conflits lui rappelleront son douloureux passé. Mais par rapport à son collègue Setsuna, nous savons pourquoi notre deuxième pilote, le Code Stratos, a intégré le groupe paramilitaire. Bon, un petit spoil. Avancez jusqu'ici si vous voulez le sauter.
Notre personnage a vécu une tragédie. En effet, il a perdu sa famille dans un attentat provoqué par la KSP, dont Setsuna en faisait partie. Au niveau du caractère, il est très chaleureux. Il est toujours là pour remonter le moral des troupes et s'interposer dans des conflits qui pourraient mettre en cause une mauvaise coordination de l'équipe. Même si une fois il a pointé son arme sur Setsuna parce qu'il lui a fait un aveu qui ne lui a pas plu. D'ailleurs, sa principale préoccupation est de retrouver l'ordure qui lui a donné raison de faire partie du groupe paramilitaire et de lui faire payer ses odieux crimes. Lui aussi, pilote d'exception, il est le Gundam Master du GN002 Dynames, qui est un MS fait pour le combat à très longue portée. Vous vous doutez que le sniper n'est pas là pour décorer. Son évolution est assez faible comparée aux autres personnages du manga, mais le fait qu'il ait un passé douloureux rend le personnage très aisément attachant, et il explique clairement son objectif, le rendant ainsi développé. Notre troisième pilote est Teria Erd, qui est comme son collègue Setsuna, très froid. Il est assez dur avec les membres de l'équipage du Ptoléméol. En effet, il est toujours en train de les critiquer quand ils font quelque chose de travers ou quand une opération se passe mal. Et en plus, il serait capable d'abattre l'un de ses camarades rien que pour protéger le secret de Gundam, à savoir le Gen Drive. Tu parles d'un allié et ne crois qu'en une chose, Veda. Et là vous allez me demander qu'est-ce que c'est ça. Pour faire simple, c'est une sorte d'intelligence artificielle. Plus précisément, un super ordinateur quantique, qui répertorie les informations, même les plus secrètes. Et c'est pour ça que Celestial Lubing a toujours un coup d'avance sur les factions adverses. Mais que fait-il dans notre organisation? Il n'a pas de passé troublant et aucun rapport avec la guerre. Il se contente juste d'obéir aux ordres. Un personnage tout de même assez mystérieux. Il est le Gundam Meister du Gen 004 Nadel et du Gen 005 Versu, qui est en réalité le même Gundam, avec son armure. Une machine certes puissante, mais qui se fait facilement dépasser par le nombre. Tout comme Setsuna, il a une bonne évolution, notamment après l'incident avec l'équipe Thorn, dont il décidera finalement de s'ouvrir aux autres membres de l'équipage et être moins arrogant, tout en gardant une part de mystère, même à la fin du manga. Notre dernier pilote est Alleluia Apnist. Ouais, bonjour le prénom. Mais, par rapport aux autres membres, il est le seul à avoir gardé son identité d'origine. Va chercher une personne qui s'appelle comme ça. De ce fait, tous les membres de Celestial Lubing ont des surnoms, ce qui est tout à fait normal quand on y pense. Quand tu fais partie d'une telle organisation, vaut mieux avoir un surnom. Son intérêt à combattre est tout fondé. Il ne veut plus que des enfants subissent le même douloureux passé qu'il a vécu. Spoiler alerte, avancez à ce timecode. Notre personnage était dans une colonie secrète de la HARL, qui avait pour but de créer des super soldats. D'abord, faire des gamins des super soldats plus tard, je ne trouve pas ça super éthique, mais en plus, avec douleur, oui, c'est super douloureux. Imagine les chocs psychologiques que les gamins ont dû subir. Suite à une mutinerie, il arrive à s'échapper avec des camarades. Et vu qu'aucun d'entre eux n'arrive à piloter une navette, celle-ci dérive dans l'espace. Et c'est là où l'horreur opère. Les expériences faites sur Alleluia ont développé chez lui une personnalité ultra violente qui se met à tuer les rescapés. Je ne suis pas psychologue, mais je pense que son cas ne peut pas être considéré comme de la schizophrénie. En effet, les deux Alleluia peuvent communiquer. Parmi nos 4 pilotes, c'est lui le plus calme. Et oui, il en faut bien un. Même en combat, il garde le contrôle de ses émotions, et même dans les situations les plus compliquées. En plus, il n'hésite pas à aider un ennemi si c'est pour sauver des civils. Référez-vous à l'épisode 5 pour mieux comprendre le contexte. Il est le Gundam Meister du Gen 003 Kyrios, un Gundam transformable en intercepteur. De ce fait, il transporte un armement plus conventionnel, en échange d'une grande mobilité. Tout comme son collègue Glocon, il n'a pas une évolution des plus flagrantes, mais il n'en reste pas moins attachant. Comme dit plus tôt dans la vidéo, la société humaine n'est toujours pas unifiée. 3 factions se sont formées. Ouais, c'est toujours mieux que notre monde divisé, non? Ces 3 factions sont l'Union, qui est composée de l'Amérique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon, ici en bleu. La HRL, dont la totalité des pays asiatiques font partie de cette faction, avec des pays puissants comme l'Inde, la Russie et la Chine, ici en rouge, et l'EAU, qui est ni plus ni moins l'Europe et l'Antarctique, avec une petite partie de la Russie ici en vert. Et malgré une source d'énergie quasi infinie fournie par les tours solaires dont chacune des factions contrôle, ils arrivent encore à être en conflit, entraînant aussi les pays du Moyen-Orient à cause d'un boycott imposé par les grandes puissances sur les énergies fossiles. Ce qui les a fortement appauvris, créant ainsi des conflits civils et des groupes terroristes qui se disent prêcher la parole de Dieu. Ok, on dirait que même dans le futur, commettre des massacres soi-disant au nom de Dieu sera toujours d'actualité. Et c'est là que le plan d'Ayulia Schenberg intervient. Le plan de notre mystérieux personnage est très simple. Unifier la Terre dans un objectif commun. Et cet objectif est la destruction de notre organisation. Une explication? Ok, là nous avons nos 3 factions, qui sont mutuellement en guerre. Mais, avec l'intervention de Celestial Lubing, chacune des factions sera forcée de travailler ensemble, tout en faisant disparaître leurs anciennes rancœurs et leur faisant aussi comprendre qu'ils n'ont plus besoin de se faire la guerre. Et ceci est le plan initial. Mais vous vous doutez qu'un tel plan peut être détourné de son objectif initial. Et vous avez raison, c'est ce qui va m'aider à introduire notre antagoniste, qui lui a sa propre vision du plan. C'est simple, il prend le contrôle de la future fédération terrestre et désactive Celestial Lubing. Mais si jamais son pouvoir est contredit, il la réactive pour réprimer les révoltes. Et oui, l'antagoniste est bel et bien une seule personne. On pourrait croire que se mettre à dos toutes les armées du monde serait suffisante, et non.
Il faut bien aller bien une personne pour tirer les ficelles. Pour revenir sur le plan, il est inutile de vous dire que les héros ne sont pas en accord avec cette conception. Ah, je l'ai dit. Bien sûr, je me base sur des paroles, et j'en ai tiré cette conclusion. Un petit mot sur son développement. Il a un objectif classique comme vu précédemment, c'est le contrôle total. Mais la façon dont il rentre en scène est assez surprenante. On ne s'attend pas à que ce soit ce personnage. Mais il apparaît bien trop tard pour qu'il soit bien développé. Ce qui est particulier avec ce manga, ce sont les personnages secondaires, qui sont très développés. Ils représentent en général les ennemis et ou les victimes de la guerre. Et ce que je veux dire par ennemis, ce sont les rivaux, dont le plus connu et le plus acharné d'entre eux, qui est d'autre que Graham Harker, qui fera une équipe spécialisée dans la traque et la destruction des Gundam, l'équipe Overflag. Les deux autres sont un peu moins présents dans le manga, mais laissez-moi les présenter rapidement. Soma, non pas ça, ça non plus, voilà. Soma Pierce, qui semble avoir des liens très étroits avec Hallelujah, et Patrick Colassour, qui fait un peu office de personnage running gag. De plus, ils font chacun partie d'une faction différente, ce qui montre une certaine diversité dans le manga. Du côté des civils, Seiji et Louise représentent les victimes de cette guerre. Ils sont assez présents dans l'histoire sans qu'ils ne prennent trop de place. Puis, on s'identifie facilement à eux, car ces victimes peuvent être n'importe lequel d'entre nous, surtout dans le contexte actuel. Et je ne vous dis pas comment vous allez vous sentir proche d'eux suite aux drames qu'ils vont subir respectivement. Pour conclure cette section, je voudrais aussi vous parler de Marina Ismail, qui fait plus partie des personnages tierces que secondaires. En effet, elle fait quelques apparitions dans les premiers épisodes, et après, plus rien. Mais, bizarrement, on arrive à s'attacher à elle. C'est la princesse du royaume d'Azadistan, qui est au bord de la guerre civile. En quoi est-elle attachante? Ce personnage fait tout pour sauver son pays. Et cela change des politiques qui n'ont rien à faire des pays qui gouvernent. Et aussi le lien qu'elle entretient avec Setsuna qui est très fort. Pour le déroulement de l'histoire, je n'ai rien à dire. C'est en partie à ça que l'on reconnaît un bon manga. Une histoire cohérente qui avance dans le sens du contexte dans lequel on est. Depuis le premier épisode, l'œuvre suit un schéma narratif classique. Depuis que Celesta et Bing ont dévoilé leur plan au monde entier, ils multiplient les opérations armées, c'est-à-dire l'éradication de conflits et de leurs sources, comme le démantèlement de groupes terroristes et des cartels de drogue, et bien sûr repousser les attaques à leur rencontre. Mais un jour, une opération échouera, et déclenchera le tournant de l'histoire, et de cet épisode, tout s'accélérera pour eux. En conclusion, le manga est très bon, et je vous conseille vivement de le regarder et de vous faire un avis, même si en général le cybermecha ne plaît pas à tout le monde. Mais en général, les mangas Gundam sont plutôt très bons dans l'ensemble, même si cette fin est un peu sombre. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'écrire un petit com, si possible constructif, afin d'améliorer mes vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo partout où vous pouvez. Et n'oubliez pas, mon avis est le mien, le vôtre compte aussi.